Alors moi, je vais parler de Jules Verne, entre pavillon national et fausse bannière. Alors, chez celui qu'on prend un peu vite pour le chantre d'un progrès infini, les différentes échelles d'insertion de l'individu dans la collectivité sont continuellement et problématiquement explorées, de l'État-nation au tout-monde cher à Glissant. Alors, chez un Verne qui est marqué, comme toute sa génération, par les idéaux de 1848, l'idée est nette que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. C'est en tout cas ce qu'enregistre Cyprien Méré, qui est le héros de L'Étoile du Sud, un roman de 1884, où il défend l'idée que les progrès scientifiques ne valent que si l'humanité entière en bénéficie. C'est vrai aussi d'une nouvelle de 1881 qui s'appelle 10 heures de chasse, où le protagoniste, un chasseur, est arrêté devant un panneau chasse gardée, et ça évoque des idées proudhoniennes sur le problème des frontières et de la propriété. Alors ce sont ces implications qu'explore un roman comme Sans dessus-dessous, qui est un roman de 1889, où on voit un trust, la North Polar Practical Association, qui se porte acquéreur d'un lot de terres qui correspondent à la calotte glaciaire arctique, et en fait ils s'en portent acquéreur pour exploiter les fabuleuses ressources que contiennent ces terrains. Alors, il est dit que, naturellement, ces terres devraient appartenir à ceux qui les occupent, mais comment, dit Jules Verne, des Tchoukis, des Samoyèdes auraient-ils payé en dents de morse? Et voilà, ainsi va le monde, dit Jules Verne, on ne les consulta même pas. Ceux qui achètent les terres vont donc vouloir, dans une société qui est déjà confrontée à des problèmes énergétiques, vouloir sécuriser l'approvisionnement des ressources. Et pour exploiter ces terres, eh bien, il faut évidemment se débarrasser de ce qui gêne, c'est-à-dire de la glace. Et ils envisagent donc de tirer un formidable coup de canon qui désaxe l'axe de la Terre. Évidemment des implications philosophiques derrière, et qui permettent donc de jouir d'un printemps perpétuel. Alors évidemment, il y a quelques petites implications, quelques incidences, en particulier à peu près la moitié du monde va périr étouffé, l'air se raréfiant, l'autre va périr noyé sous un déluge, mais peu importe, les actions de la North Polar Practical Association montent. Alors évidemment, ça pose des problèmes d'insertion, des problèmes des citoyens du monde, et progressivement, ceux qu'on avait pris pour des bienfaiteurs, qui allaient donc faire régner un printemps perpétuel, sont désignés comme wanted, et leur tête est mise à prix. Et pour la première fois, donc, les États, les puissances sont placés devant l'impossibilité d'assurer la sécurité collective, et se pose donc le problème de l'insertion dans la nation face au grand capital. Alors pour la petite histoire, évidemment, le projet ne se fera pas, mais il ne se fera pas uniquement Deus ex machina, grâce à une erreur de calcul d'un de ceux qu'on appelle désormais des malfaiteurs. Alors, dans les décennies, donc c'est un roman de 1889 qui est situé en 1890, dans les décennies 1890, 80-90, le modèle de domination de la nature par des hommes qui repoussent toujours plus loin les limites à force de travail est désormais clairement affronté à la violence des impérialismes d'État, puisque c'est évidemment les États-Unis qui sont pointés du doigt avec tout le problème de montée des périls, du péril américain, et au jeu évidemment aussi du grand capital. Alors si Cyprien Méré, dont j'ai parlé tout à l'heure, n'avait de cesse de verser sa découverte au domaine public en la proposant d'abord à sa patrie, c'est-à-dire à la France, d'autres entendront spéculer sur le fruit de leurs travaux en se vendant en plus offrant. Rien n'échappe désormais à la loi du marché, ni les matières premières, ni ce domaine réservé qui était jusque-là la défense, au risque d'une compétition de plus en plus sauvage entre les nations, dont la volonté de puissance passe par la course aux armements et implique une montée des périls planétaires. C'est cette mondialisation-là qu'explore un autre roman de Jules Verne, Face au drapeau, roman de 1896, dont le personnage principal, Thomas Rock, est un ingénieur, comme souvent chez Verne, et un ingénieur qui a découvert une substance dont la force brisante dépasse tout ce qu'on a inventé à ce jour. Alors évidemment, l'invention va éveiller des convoitises au niveau de toutes les puissances qui pourraient se rendre maîtres
du monde, encore un titre de Jules Verne. Alors la France, l'Angleterre, il va même proposer, on est en 1896, sa découverte à l'Allemagne, mais il fait monter un peu trop les enchères et finalement aucun pays n'accepte de s'aligner. Les plus astucieux, ce sont encore une fois les États-Unis, qui réussissent à s'emparer de Rock et à le faire interner dans un asile où ils espèrent, sans avoir à payer, surprendre sa découverte. Et c'est là qu'on fait connaissance avec le héros, c'est là qu'il est enlevé à bord d'une goélette par une troupe un petit peu interlope, une troupe d'individus au patronyme, au faciès, au type ethnique assez indémêlable. On finira par apprendre que le second est de nationalité indo-malaise, et ça c'est indiciel d'un certain rapport aux ressorts qui régissent la communauté des nations. Et ça rattache ce roman à un autre capitaine qui a renoncé à toute attache sociale pour prendre d'Hiverne en haine du nom d'homme, le nom de Nemo, personne donc, et qui se vante lui aussi de n'appartenir à aucune nation. Alors, or précisément, à côté du mobile de l'intérêt qu'on a vu avec son dessus-dessous, c'est la haine qui s'insinue dans un sentiment national qui est censé relever de l'organicité, et la haine qui travaille à dissoudre les liens les plus établis, jusqu'au reniement professé par un Rock bafoué qui s'écrit « Je n'ai plus de patrie, l'ingénieur rebuté n'a plus de patrie, là où il a trouvé asile, là est son pays ». Et c'est sur ce sentiment qu'entreprend de spéculer donc celui qu'il a enlevé, d'Artigas, qui conduit Rock sur une base privée qu'il s'est ménagé, un îlot qui s'appelle Back Cup, qui est en avant de l'archipel des Bermudes, en dehors de l'humanité d'Hiverne, et un îlot qu'il a libéré de ses habitants en simulant des éruptions volcaniques, au moyen de signaux factices, et c'est là qu'il s'appuie sur une centaine d'hommes dont la peau va du blanc au cuivre et au noir, des hommes recrutés un peu partout sur des bases autres que nationales, puisqu'il n'y a entre eux aucune communauté d'origine, mais une association sur des bases qui sont vantées sur ainsi. Nous vivons dans une noble et superbe indépendance, nous ne relevons d'aucune puissance étrangère, nous échappons à toute autorité du dehors, nous ne sommes les colons d'aucun État de l'ancien ni du nouveau monde, cela mérite considération de quiconque a l'âme fière, le cœur haut placé. Alors, évidemment, cette île, c'est une sorte de contre-société. Là, le comte d'Artigas prend un autre nom, il s'appelle Ker Karaj. Il a formé ses troupes qui sont constituées à partir de déserteurs des contingents coloniaux, du rebut des populations européennes et américaines. Riche à millions parce que ce sont des pirates, il possède suffisamment d'argent pour faire venir les matières premières qui sont nécessaires à la construction de cette arme absolue et pour s'assurer sa possession en toute quiétude. Alors, comme avec la North Polar Practical Association dont on a parlé tout à l'heure, ce trust, qui est la société Ker Karaj and Company, les États ont à nouveau failli à assurer la sécurité collective, et c'est bien tardivement que la communauté des nations s'avise qu'un intérêt de premier ordre, un devoir de salut public et d'humanité exige l'anéantissement de son repère. Alors, il y a une fin qui est assez convenue, où Jules Verne donc les nations s'unissent enfin pour venir assiéger Ker Karaj et les siens, et notre héros, devenu fou, mais on n'en sait rien, point d'interrogation, est soudain réveillé par le choc de voir les trois couleurs bleu, blanc, rouge, et il se refuse à faire feu sur un destroyer français, ce qui résout opportunément le problème posé par les arsenaux privés, puisque eh bien, la base militaire créée par les pirates explose, que Rock meurt et que son secret donc est perdu. Reste qu'en tout cas, malgré cette fin conventionnelle, le romancier pointe du doigt l'abandon, voire l'irresponsabilité des États dans la montée de bandes criminelles. Alors on voit que ça détermine un topos, un cliché, un motif récurrent en l'espèce de l'île, cette île qui est dérobée au pouvoir du droit des nations, qui est comme en extraterritorialité, topos que Jules Verne va décliner à plusieurs reprises, comme dans Robur le Conquérant, qui est un roman de 1886, où Robur conduit là aussi son vaisseau dans l'île X pour échapper aux poursuites des États dont il a violé l'espace territorial. Tout ça est d'une actualité brûlante. Et il vient porter son vaisseau qui est floqué du pavillon noir des anarchistes, des nations dont, comme Rock, il a éprouvé qu'elles n'étaient, je cite, pas encore mûres pour l'union, déclinant leur offre, là aussi, de se porter acquéreur de l'arme absolue que lui aussi a mise au point. Alors, il y a une fin de non-recevoir qui est opposée par celui, donc c'est Robur qui signe sa protestation maître du monde. C'est la suite de Robur le Conquérant, que Jules Verne écrit en 1904.
Moins d'ailleurs en docteur Folamour qu'en anarchiste qui voit dans le nationalisme une course aux armements qui a tout d'une bombe. Cette invention ne sera ni française, ni allemande, ni autrichienne, ni russe, ni anglaise, ni américaine. L'appareil restera ma propriété et j'en ferai l'usage qui me conviendra. Avec lui, j'ai tout pouvoir sur le monde entier et il n'y a pas de puissance humaine qui soit en mesure de lui résister. Alors, c'est là que le départ est assez malaisé à faire entre des criminels et des lanceurs d'alerte, en l'absence d'une politique responsable d'État qui bien souvent apparaissent comme délégitimés et uniquement mus par leur volonté de puissance. Pirates ici, peut-être, mais patriotes ailleurs, les frontières entre la résistance à une oppression illégitime et la banale criminalité de droit commun, motivée par l'appât du gain, sont des plus floues. Un autre roman qui met ces problèmes en jeu, c'est Mathias Sandorf, qui comprend le patriotisme jusqu'au sacrifice. On sait que Mathias Sandorf, c'est un héros de l'indépendance nationale hongroise. C'est le moment où il dit « la patrie avant tout ». Eh bien, ce héros, qui est poursuivi par les Autrichiens, il va ressusciter, là encore avec un pseudonyme, sous les espèces du docteur Antekirt, et là aussi, il va acheter une île dans les parages de la Grande Syrte. Et c'est là qu'en recrutant à nouveau une bande, il dit « je n'ai pas de pays, ou plutôt j'ai un pays que je me suis fait, un pays à moi ». Alors, Antarktika, donc, elle est peuplée, cette colonie de 300 familles. Le mythos, le topos de cette île qui échappe au monde réel et à ses rapports de force est filé d'un lieu où recréer une communauté qui efface les clivages entre les nationalités et avec eux les conflits. Alors, c'est au départ une utopie assez heureuse. Antekirt met en valeur les richesses du sol de son utopie, il aménage pour les besoins matériels et moraux de ses adeptes, mais terrible leçon d'un monde mondialisé qui ne souffre aucune exception à l'état de siège que connaissent des nations qui ne comprennent, encore une fois, le principe de sécurité collective que dans l'équilibre de la terreur. Eh bien, le militarisme infiltre le cœur même de l'utopie et Antekirt est obligé d'appuyer sa colonie sur un arsenal. L'île est même dotée d'un réseau de câbles sous-marins reliés à des mines afin de sécuriser l'endroit. Là encore, les résonances avec l'actualité existent puisqu'il y a lieu effectivement de se défendre contre une secte musulmane, les sénousistes. Alors, contre-société peut-être, l'île n'est plus un havre. D'ailleurs, c'est exactement la démonstration qu'avait faite Max Weber à propos de Robinson Crusoe, où il montre que ce motif de l'île, eh bien, il obéit. C'est le corollaire de la montée de la bourgeoisie et du capitalisme, et qu'il obéit à l'éthique protestante et à l'esprit du capitalisme. Donc, il n'y a plus de Robinsonade possible quand ce lieu d'exception est contaminé par des valeurs corruptrices qui ont cours partout ailleurs. C'est la leçon d'un autre roman de Jules Verne, 1882, L'école des Robinson, où l'île, elle est cette fois-ci achetée. Un oncle milliardaire achète à son neveu une île. Ça serait aussi la leçon d'un texte formidable qui s'appelle L'île à Hélice, 1895, où cette île à Hélice est une espèce de ghetto de nababs qui, actant le dépérissement de l'État, font régner l'individualisme forcené dans cette île s'appelle Standard Island, Milliard City. Elle est peuplée donc par des nababs qui sont américains de naissance, mais qui en sont déjà au stade de la supranationalité et qui ont renoncé à la qualité de citoyen pour celle d'actionnaire. Évidemment, la parabole est assez terrible puisque elle va être soumise, cette île flottante, à l'appât du gain, notamment entre deux clans, deux super milliardaires qui vont chacun faire tourner l'île flottante dans un sens inverse jusqu'à ce qu'elle implose et à ce qu'elle coule. Alors reste en tout cas l'anticipation visionnaire de Verne, que sont récemment venus confirmer les projets de offshore nourris par Patrick Friedman, le petit-fils de Milton Friedman, qui est exactement sur la même ligne ultralibérale que son grand-père, lui qui médite des villes flottantes sur l'océan, véritable paradis ultralibéraux, sans gouvernement, sans État, sans démocratie, sans droit de vote, dont il négocie la possible installation au large du Honduras d'après Zelaya, après l'avoir envisagé en pays libertarien, dans la baie de San Francisco, exactement là où se passe le roman de Jules Verne. Alors, il est un autre roman encore qui met en scène l'impossibilité d'une île, un double roman même,
puisqu'il y a En Magellanie, qui a été écrit par Jules Verne en 1897, mais qui sera considérablement retouché par son fils Michel, qui publiera le roman sous le titre des Naufragés du Jonathan en 1909. Alors, là encore, on a un héros anonyme, presque apatride. Il porte là aussi un pseudonyme, qui est le Cavger, qui représente donc un nouvel avatar de l'anonyme en rupture de ban, qui a quitté son pays d'origine, dont on ignore la nationalité. Et ce qui l'attire en Magellanie, dans cette terre de feu, c'est que ce territoire échappe aux souverainetés étatiques et qu'il constitue donc une terre libre, ou vivre libre, jusqu'à ce qu'il y ait un traité en 1881 qui partage la terre, qui va être revendiqué à la fois par le Chili et par l'Argentine, et cette terre donc tombera sous l'autorité du Chili. Alors, d'emblée, donc, la fascination du personnage pour cette étendue prodigieuse de terre et de mer, dernière parcelle du globe qui n'appartient à personne, dernière région qui ne fut pas courbée sous le joug des lois, est patente. Et c'est là que commencent à éclater les théories du droit naturel qui font de la liberté individuelle la valeur suprême qu'il s'agit de défendre contre les insupportables empiétements de l'État. Ici, personne n'était dépositaire d'une puissance quelconque, et l'on pouvait vivre en dehors de toute coutume, de toute loi, dans la plus complète liberté. Alors, c'est évidemment une épreuve de vérité, hein, ce motif de l'île, qui va rejouer avec l'arrivée d'un navire, un navire des migrants, là encore aux origines mêlées. Il y a des Français, des Italiens, des Russes, des Irlandais, des Allemands, des Anglais, des Nord-Américains. Et ce navire, il est peuplé des migrants, donc recrutés en Californie pour aller faire œuvre colonisatrice dans l'Afrique portugaise, et il fait naufrage. Et on a donc explicitement un microcosme de ces rescapés qui vont entamer une nouvelle genèse. Le thème de la refondation est classique, il est inséparable de celui de la régénération. Il prend forme ici en même temps que va être créée une ville qui s'appelle Liberia, pleine de promesses, mais il est retravaillé à l'aune des débats contemporains qui donnent un contenu nouveau à la théorie de l'équilibre des pouvoirs et repense les rapports sociaux en mettant en avant l'exploitation de l'homme par l'homme, puisque parmi ces immigrants, il y a deux frères, les frères Mérite, qui sont des collectivistes libertaires, dont le narrateur note avec sévérité qu'ils transforment la colonie en frelonnière, minorité intransigeante, brutale, prête à tous les coups de force. Ces gens agissent en maîtres, eux qui ne se reconnaissent pas de maîtres. Et comme on pouvait s'y attendre, alors même que toutes les conditions étaient réunies, l'aventure coloniale tourne à la guerre civile. La société nouvelle ne diffère en rien des États, de celles que présentent les États constitués, puisque par confort, par sécurité, ses membres se soumettent à l'autorité et s'en remettent à un chef. Il développe l'individualisme, l'attachement à la propriété privée, il bafoue l'intérêt général. Alors, ces démagogues, l'un est socialiste, l'autre communiste, se heurtent à l'intérêt humanitaire porté par le Cavger, qui va être obligé de sortir de sa retraite volontaire et dont le credo, mais là encore, est Jules Verne et son fils, est expressément anarchiste, ni Dieu ni maître. Credo qui offre un contrepoint valorisé par rapport au socialisme, ignorant des contingences de la vie, abstrait, universel, et comme tel discrédité. Ce contrepoint, c'est celui de l'individualisme intégral, je cite, suppression de toute autorité. Alors, rêve de nouvelle genèse et exploit de refonder une communauté territoriale sur d'autres bases que celles qui régissent le contrat social. Des nations constituées prennent l'eau de toutes parts. Déjà mise à mal donc par le retrait des affaires du Cavger, que la veulerie moutonnière des masses jette dans l'abstentionnisme, abandonnant le gouvernement aux démagogues patentés, qui administrent une clientèle au lieu de représenter le peuple. L'utopie donc se dissout avec la découverte d'une quantité d'or qui draine vers l'île encore plus de monde, des aventuriers du monde entier. Alors, se joue là la réactivation du mythe du bon sauvage, pilier d'un ordre senti comme naturel. Les Indiens natifs, ressortissants natifs, vont demeurer les seuls à être insensibles au vertige de l'or. On sait évidemment que ce sont les victimes historiques des prédations mercantilistes qui dérivent de l'expansion de l'économie monde, caractéristique de la mondialisation impérialiste dont dérive l'expansion
liées aux grandes découvertes, ces Indiens savent le rôle captieux de l'or, puissant ferment de déstabilisation au dehors comme au dedans. Alors voilà donc la situation qui empire, incapable de gérer l'afflux massif des migrants, impuissant face au pillage, face à la criminalité, y compris organisée, le Cap-Vert est contraint de décréter des expulsions. Il est contraint de faire tirer la milice. Après quoi, un bienfaisant despotisme, c'est Jules Verne qui parle, ramène les choses au mieux. Du moins dans la narration, parce que dans le discours, il en va un peu autrement. Et le discours de Jules Verne témoigne de ces conflits de plus en plus à vif, qui place le Cap-Vert face à ses convictions primitives, notamment quand un chercheur d'or vient lui tenir le discours brut de l'individualisme propre à justifier ses droits. La terre est à tout le monde, dit le chercheur d'or, et nous sommes des hommes comme les autres peut-être. Alors le retour est terrible, qui tient de la révolution idéologique. Jadis, je ne comprenais plus, le Cap-Vert ne se fut pas exprimé autrement, mais ses idées étaient bien changées maintenant, et il ne comprenait plus ce langage. Non, la terre n'est pas à tout le monde. Elle appartient à ceux qui la défrichent, la cultivent, à ceux dont le travail opiniâtre la transforme en mer nourricière et oblige le sol à tisser des tapis dorés de moisson. Alors, les métamorphoses de la liberté sont des plus difficiles à gérer, et si la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, eh bien, il n'est que délimiter les autres pour, loin de la liberté toute abstraite des Jacobins, de la liberté niveleuse des partageux, qu'ils soient socialistes ou communistes, loin aussi de la rapacité d'une autre forme de liberté, qui est la rapace liberté d'entreprendre des libéraux, vivre ce qu'on appellerait aujourd'hui la liberté des libertariens, dans un nouvel îlot, une nouvelle île, l'île Horn, où vivre libre et seul, c'est le dernier chapitre du roman, et sans doute libre parce que seul, et voilà où notre Atlas révolté sera enfin en phase avec les valeurs individualistes que décline un manifeste en tout point digne d'Ayn Rand. Une fois pour toutes, sachez que je suis l'ennemi irréconciliable de tout gouvernement, quel qu'il soit. Toute loi, prescription ou défense édictée en vue du soi-disant intérêt de la masse au détriment des individus est une duperie à cette conviction qui est la base de ma vie et qu'il n'était pas en mon pouvoir de faire triompher dans les sociétés pourries du vieux monde. J'ai sacrifié beaucoup et je suis venu ici, en Magellanie, pour vivre et mourir libre sur un sol libre. Mes convictions n'ont pas changé depuis. Les événements de ces derniers mois m'ont attristé. Ils n'ont pas modifié mes idées. Alors, en ce sens, l'île, comme il est de règle dans ce topos utopique, aura été le lieu d'une épreuve pour cet apôtre du ni Dieu ni maître, qui est devenu le maître par la force des choses. Et une fois qu'a été démontrée l'incurie générale, il va donc prononcer désormais, c'est moi qui serai votre chef. Il se résout à diriger les masses au risque de faire primer la justice sociale sur la vertu de l'égoïsme. Il est appelé à faire usage de la force, à prendre des mesures d'urgence et, ironie du sort, à parler au nom de l'État, en prenant des mesures de fixation des prix, d'indemnisation des particuliers, en prenant des mesures, en indemnisant donc ceux qui ont été spoliés par des confiscations, en ouvrant une école. Mais c'est donc un État qui est conçu comme limité à ses fonctions régaliennes et qui doit donc moins à la pensée anarchiste qu'à la pensée libertarienne. Alors se joue donc là une dialectique qu'on pourrait voir dans tous les romans de Jules Verne, entre une forme de patriotisme, mais qui se traduit par une pensée anarchiste qui n'est que l'expression de la déception face aux modalités concrètes d'un contrat social qui a été déchiré unilatéralement. Et en même temps, il reste toujours présent chez Jules Verne, vous pouvez en faire la démonstration encore dans d'autres romans, l'accouchement d'une nation, puisque entre les deux versions en Magellanie et les naufragés du Jonathan, on est pris en tenaille entre une version philanthrope, où on accouche à une naissance d'une nation, puisque finalement, alors que partout ailleurs c'est le drapeau noir qui règne, les Ostiens, les habitants de l'île Ost, vont faire corps derrière leur bannière, et en même temps, donc, toujours une répudiation donc, d'un contrat social qui travaille contre le progrès humain s'il n'est pas moral. Je vous remercie.